Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon frère Hugo nous a rejoint en Tanzanie pour faire un road trip de 3 semaines. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Instagram. Donc on a posé toutes vos questions à Hugo et notamment comment a-t-il fait pour venir en Tanzanie en plein confinement. Donc on va répondre à toutes vos questions. Et on est ici dans un nouveau pays, donc on t'en dit un petit peu plus à la fin de la vidéo. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être au courant de la suite. Waouh, ça fait déjà 3 semaines qu'on voyage à 3 dans Léon. On vous a sollicité sur Instagram, vous nous avez déjà posé beaucoup de questions à poser à Hugo. Première question, comment s'est passée la cohabitation à 3 dans un si petit van? Ça s'est bien passé parce qu'en fait il fait tellement chaud ici qu'on vit tout le temps dehors. On n'a pas l'impression de se marcher dessus. J'avais été briefé pour prendre un minimum de bagages, donc un petit sac de sport et un sac à dos et c'est tout. Ça n'a pas fait trop bizarre d'arriver ici dans un pays sans coronavirus selon le gouvernement? C'était le confinement en France, donc arriver ici dans ce pays où il n'y a officiellement pas de coronavirus, ça fait bizarre parce que personne n'a de masque. On a vu juste une personne dans un supermarché dans une grande ville qui en avait un et a priori c'était un Européen. En fait ici les gens n'en parlent pas vraiment. Les seuls gestes barrières entre guillemets qu'on a pu observer, c'est dans des grandes surfaces de grandes villes où il y a des petits distributeurs de savon pour se laver les mains à l'entrée. Mais en discutant avec certaines personnes ici, ils nous ont quand même dit qu'il y avait le coronavirus, il y avait des gens qui avaient été malades, mais que le gouvernement n'en parlait pas officiellement. Du coup, on n'a pas croisé beaucoup de touristes, même s'il y a quand même des touristes, parce que du coup, il n'y a aucune restriction à l'arrivée en Tanzanie. Le gouvernement, les frontières sont totalement ouvertes, enfin, il n'y a aucune restriction, donc c'est pour ça que tu as pu prendre ton vol. Et on a été étonnés qu'il n'ait pas été annulé pendant le confinement après l'annonce de Macron, mais finalement, tu es allé à l'aéroport et il n'y a eu aucun souci. Oui, en fait, j'avais pris mes billets d'avion bien avant le deuxième confinement. Quand les semaines ont passé, on s'est rendu compte qu'il allait y avoir le confinement. Et j'ai quand même tenté d'aller à l'aéroport, mon vol n'ayant pas été annulé. Après j'ai pris mes dispositions en organisant le test PCR dans moins de 72 heures avant de prendre mon vol. Ce qui n'était même pas obligatoire. Ce qui était finalement pas obligatoire car on ne me l'a pas demandé à Roissy. Voilà, on m'a juste demandé pendant le vol, en arrivant en Tanzanie, de remplir un document de santé en notifiant qu'on n'avait pas de maladie, qu'on n'était pas atteint du Covid. Voilà, donc on m'a demandé juste de remplir ce document-là. Et en arrivant dans l'aéroport en Tanzanie, on m'a demandé ce document-là et ensuite on m'a pris la température pour voir si j'étais pas fiévreux et c'est tout. Et ensuite, dans l'aéroport à Dar es Salaam, la capitale, il n'y avait même pas besoin d'avoir le masque, tout le monde a enlevé son masque en arrivant dans l'aéroport. Et là du coup tu vas reprendre ton vol pour rentrer en Europe et ce qui va se passer c'est qu'a priori en arrivant sur le territoire français tu auras un test directement fait à l'aéroport et tu auras les résultats dans la foulée pour pouvoir avoir une quarantaine ou pas selon les résultats, mais a priori il n'y a pas de souci, on n'a pas été malade, croisez donc. On n'a pas pris de risque, on est toujours en pleine nature, on savait que tu étais négatif, donc a priori il n'y a pas trop de raison. On est allé très peu dans les supermarchés et dans les villes, donc normalement ça devrait être bon. Est-ce que tu t'attendais à ça? Quelles ont été tes plus grandes surprises? J'ai déjà fait des road trips, mais là la vraie différence c'est que on est sur un autre continent, on est en Afrique. Ce qui est vraiment positif et ce que j'ai pas vécu dans d'autres road trips, c'est vraiment l'approche, la rencontre avec la population parce que tous les gens nous font coucou, nous sourient sur le bord de la route, les Tanzaniens sont hyper accueillants. On a parlé avec plein de gens différents, que ce soit des locaux, des gens d'administration, des Maasai. Enfin, on a vraiment fait des rencontres fabuleuses. Ça, c'est vraiment si je devais retenir quelque chose
ce road trip entre guillemets, c'est voilà, c'est la diversité et la joie des rencontres. Après, le mode de vie en van. C'est ta première expérience en van? C'est ma première expérience en van, road trip en voiture. Voilà, j'ai fait que des road trips en Europe pour l'instant, en moto et en voiture. Donc un petit peu dans le même mode, avec une tente, avec des affaires. En moto, c'est un peu plus dur parce qu'on a moins de bagages et on est plus confronté à la météo. En voiture, j'avais fait, c'était un peu plus confortable. On était à 4 dans un véhicule. Ce que j'ai vraiment découvert, c'est votre aménagement, c'est votre petite cuisine à l'arrière, tous vos équipements électriques, les panneaux solaires avec les prises USB, enfin tout ce côté-là. Et puis aussi le côté piste africaine, parce que moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je faisais des road trips où il y avait 5 à 10% de pistes. Et là, on a fait, je dirais plutôt 70-80% de pistes comparé à la route bitumée. Donc ça, moi, c'est un grand plaisir pour moi de rouler justement sur de la piste au milieu des paysages, au milieu des villages. Tu as vu, en plus, on n'a pas cherché à faire de la piste. Enfin, c'est juste on n'a pas eu à chercher à prendre des routes parallèles. On a fait des itinéraires entre des villes qui ne sont reliées que par des pistes qui sont accidentées, donc ça rajoute un peu d'aventure. Je pense que c'est le continent qui veut que ça soit plus l'aventure qu'en Europe forcément. C'est comment la piste? Ça a l'air un peu compliqué. On a pris 2 Maasai en stop sur la route. C'est chaud. Attends, cette pierre-là, on va la tège. Regarde les trous qu'il y a dans la route. Est-ce que tu t'imaginerais vivre comme nous en fait, à l'année, toute l'année en Afrique, dans le van, avec les merveilles et les difficultés que ça impose? Je suis un aventurier de courte durée, c'est-à-dire que j'aime bien partir, mais j'aime bien rentrer aussi. Donc 3 semaines pour moi, avec ma façon de vivre la vie, c'était parfait parce qu'on n'a pas speedé, on a pris le temps parfois de rester 2-3 jours au même endroit, de faire des rencontres et vraiment de ne pas faire trop de kilomètres. Après moi personnellement, je pense pas que je vivrai un jour dans un van parce que j'aime bien mon chez moi, mon petit atelier, bricoler, tout ça. Mais par contre, le mode de vie, c'est génial. Et au final, même si on se connaît, c'est la première fois que tu nous vois dans l'action des mariole trotteurs, entre guillemets, avec les caméras, etc. Est-ce que tu t'attendais à ça au niveau des tournages, même s'il n'y a pas vraiment de tournage? Je m'attendais à ce qu'on s'arrête, qu'on refasse une scène, que par exemple on s'arrête avec le véhicule, qu'on pose une caméra, que Anatole me demande de prendre le volant pour rouler. En fait, pas du tout. Vous avez une méthode de tournage qui est hyper naturelle, c'est-à-dire que vous vivez et au fur et à mesure des événements que vous vivez, vous sortez votre caméra naturellement sans demander à quelqu'un de tenir la caméra ou de refaire une scène en fait. Vous avez toujours la caméra à portée de main, soit sur le tableau de bord, hop, vous déclenchez. Ou alors vous filmez les gens, mais ça vient hyper naturellement. Par exemple, une fois on a été dans un village Maasai. On n'est pas arrivé comme des bourrins avec les caméras et tout ça. C'est un peuple qui vit très simplement et on les a rencontrés, on a parlé avec eux et on a vraiment attendu qu'il y ait de l'échange pour commencer à pouvoir filmer, parce qu'au début en voyant les caméras ils n'étaient pas forcément hyper rassurés. Du coup voilà, on a attendu quelques heures, ils nous ont invités chez eux, ils nous ont offert le thé. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup d'échanges et puis après, petit à petit, on a pu prendre des photos et faire des vidéos parce qu'ils se sentaient en confiance avec nous, quoi. On n'a pas arrivé directement en les filmant comme un peu en mode touriste. C'est peut-être la première fois qu'ils voyaient des touristes étrangers chez eux et voilà, on a instauré une relation de confiance. Pour conclure, est-ce que il y a un moment que tu retiendras du voyage? Alors, c'est dur d'en retenir qu'un seul parce qu'il y a eu des moments vraiment exceptionnels. Je retiendrai l'ascension du volcan. C'est comme dans la vie en fait, c'est des hauts et des bas. Le fait d'avoir fait un effort hyper intense avant fait que le résultat à la fin il est encore meilleur, on en profite encore plus.
Et on a eu la chance aussi de voir en arrivant en haut du volcan une éruption. C'était aussi un moment assez exceptionnel. Le deuxième meilleur moment? Deuxième meilleur moment, j'hésite entre le van qui était embourbé et on a dû se mettre en maillot de bain avec Anatole dans la boue, et quand même là ce sera plus une rencontre humaine, mais je dirais que c'est vraiment celle-là, c'est vraiment la nuit et la journée qu'on a passée dans le village Maasai. On s'est vraiment rendu compte de leur mode de vie dans une extrême simplicité, un mode de vie fait de tradition, où je me suis un petit peu mis dans la peau d'un berger en m'occupant de rentrer les chèvres dans les enclos, en courant après les chèvres sous les yeux ébahis des villageois qui rigolaient, qui se moquaient un peu de moi parce que évidemment j'ai pas la maîtrise des troupeaux de chèvres. Donc ça c'est vraiment voilà, des très très belles rencontres. Ce serait sûrement, ça fait partie des moments les plus fabuleux du voyage. Moi je crois que c'est l'heure d'aller à l'aéroport. Hein. Ouais, avec un peu d'émotion, c'est passé très vite les 3 semaines, même si on a eu le temps de beaucoup en profiter. C'est un peu triste, mais bon, je vais être content de revoir pas mal de monde en France aussi, donc voilà. Et voilà, les bagages pour 3 semaines sont faits. On vient d'arriver à l'aéroport du Kilimandjaro. Yes. C'est le départ. Ah, enfin un peu plus de place dans les roues. Ah, enfin l'hiver qui commence. Hein. Parce que là il fait 30 degrés, t'as vu, c'est un peu trop chaud en Afrique, donc Karibuni Kilimandjaro Airport. Hugo il a appris à parler Swahili. Kidogo, Kidogo, Pole Pole. Alors là, la seule mesure anti-Covid, elle est là. Non mais c'est anti-Ebola en plus, c'est même pas anti-Covid. Je pense que c'était là avant. L'aéroport du Kilimandjaro porte bien son nom, parce que là on est vraiment à l'aéroport et on voit le Kili. On se retrouve dans un décor un peu inhabituel. Il faut qu'on vous avoue que ça fait 2 semaines qu'on est dans cette petite maison. Léon est garé juste là. Et en fait, ça fait partie aussi du voyage, d'avoir des rythmes différents. Et on s'est dit que c'était aussi important de vous en parler. On n'est pas toujours en road trip à fond, à rencontrer des gens dans des bivouacs de rêve. Il y a des fois où on a des bivouacs pourris. Ça, on en a déjà parlé dans une vidéo récemment. Et il y a des fois aussi, puisqu'on fait les vidéos sur YouTube et que ça nous demande quand même plusieurs jours de travail pour sortir un épisode, et bien forcément derrière ça veut dire que on se pose pour travailler, et donc très régulièrement on fait 3-4 jours dans un camping, ou comme là 2 semaines dans une maison, et on bosse à temps plein. Et donc là ce qui s'est passé, c'est qu'on a été contacté par un abonné, Benoît, qui vit ici, qui après avoir voyagé autour du monde pendant quelques années, je crois 2 ans et demi, s'est installé à Arusha ici en Tanzanie, et du coup il nous a accueillis chez lui, donc on n'a pas refusé, et on était tellement bien que ça fait 2 semaines qu'on est là. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il a une machine à laver et internet, donc parfait pour bosser à plein temps. C'est parti, je vous emmène le rencontrer. On squatte carrément, on squatte beaucoup, hein, on est... Ça va, pas trop dérangeant. J'ai pris du temps pour refaire le nouveau générique pour la saison 2. Je pensais le faire en 1 ou 2 jours, et au final j'ai tellement galéré. J'ai mis presque même un peu plus d'1 semaine à le faire. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. Pendant ce temps-là, Marion a fait 2 épisodes quand même. C'est surprenant de voir qu'une vidéo prend autant d'heures de préparation. Je m'attendais à voir des glandeurs, et finalement c'est vrai qu'ils bossent presque plus que moi. C'est étonnant. Non, c'était une rencontre très agréable, et quand des voyageurs se rencontrent, forcément il y a beaucoup de choses à se raconter. C'était cool, je leur souhaite bon vent pour leur prochaine route, en espérant qu'ils prendront autant de plaisir qu'ils en ont pris pendant 2 ans. Et ce qui était super cool en plus, c'est qu'on a fêté les 100 000 ensemble. Ah ouais. Fêter les 100 000 avec un abonné, franchement, c'est plutôt assez concret. C'est vrai.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on reprend la route direction le Kenya et on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode pour une immersion dans un village kényan.